Louis Pasteur. Ce nom, on le connaît tous. Il est synonyme de science, de progrès, de vie sauvée. Mais attention, derrière le géant scientifique se cache une histoire bien plus compliquée qu'on l'imagine. Une histoire de génie, oui, mais aussi d'ambition et de secret. Aujourd'hui, on va justement soulever le voile pour comprendre l'homme, le mythe et son héritage qui a littéralement changé le monde. Alors, pour commencer, une petite question, histoire de se mettre en jambe. Qu'est-ce qu'un chimiste du 19e siècle a bien pu inventer, qu'on utilise encore tous les jours? La réponse se trouve peut-être dans le frigo, dans l'armoire à pharmacie, ou même dans le verre qu'on est en train de boire. Eh oui, on parle bien de Pasteur. Pensez-y 2 secondes. Le lait pasteurisé qui nous évite de tomber malade, les vaccins qui ont mis KO des fléaux terribles. Même la bière et le vin, s'ils se conservent aussi bien, c'est en partie grâce à lui. Ces découvertes sont partout, ce sont les fondations invisibles de notre quotidien. La chirurgie antiseptique elle-même s'est largement inspirée de ces idées. Bon, pour vraiment mesurer l'impact de Pasteur, il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut s'imaginer le monde dans lequel il est né. Un monde où les maladies semblaient frapper au hasard comme une sorte de loterie macabre et où la science franchement ressemblait parfois plus à de la superstition qu'à autre chose. À l'époque, il y avait cette idée, complètement folle aujourd'hui, qui dominait tout, la génération spontanée. On pensait dur comme fer que la vie pouvait apparaître comme ça, pouf, à partir de rien. Des asticots qui naissent de la viande pourrie, des souris qui apparaissent dans un tas de vieux chiffons. C'était ça, la théorie à abattre. Et c'est là que Pasteur entre en scène. Il ne va pas s'attaquer aux problèmes de front tout de suite, non, il va commencer par des choses très concrètes, comme le vin qui tourne au vinaigre. Et en faisant ça, sans forcément le prévoir, il va finir par mettre à terre des dogmes scientifiques vieux de plusieurs siècles. Et pour livrer sa bataille, il n'a pas eu besoin de technologie de pointe. Voici son arme secrète, le ballon à col de cygne. Un outil d'une simplicité, mais d'une élégance. Absolument redoutable et conçu pour apporter une preuve que personne ne pourrait contester. Alors, comment ça marche? C'est ça qui est génial. D'abord, Pasteur fait bouillir un bouillon pour tuer absolument tout ce qui vit dedans. Ensuite, il laisse refroidir. L'air peut entrer et sortir, pas de problème, mais la courbure du col de cygne piège toutes les poussières et les microbes qui sont dans l'air. Le résultat, le bouillon reste parfaitement clair, stérile. Mais si on penche le ballon pour que le liquide touche la poussière piégée, ou si on casse le col, eh bien là, en quelques heures, ça grouille de vie. La preuve est faite, la vie ne vient pas de nulle part, elle vient de l'extérieur. Pasteur lui-même savait très bien ce qu'il venait d'accomplir. Il a prononcé cette phrase qui est restée célèbre. Et il avait raison. Pour cette expérience, il a gagné le prix Alunberg et il a surtout changé pour toujours notre façon de comprendre le vivant. Et de cette grande découverte scientifique découle une application très pratique, presque immédiate. En comprenant que c'était des microbes qui faisaient tourner le vin et la bière, Pasteur a eu une idée. Il suffisait de chauffer le liquide juste assez pour tuer ces microbes sans abîmer le produit. La pasteurisation était née. Et avec elle, une nouvelle ère pour la sécurité alimentaire. Une fois qu'on a admis que des êtres invisibles pouvaient gâcher notre nourriture, l'étape suivante était à la fois logique et terrifiante. Et si ces mêmes microbes pouvaient aussi nous rendre malades, nous, les humains? C'est le début de sa plus grande bataille. C'est la fameuse théorie des germes, une idée qui nous semble d'une banalité affligeante aujourd'hui, mais qui à l'époque était totalement révolutionnaire. Ça voulait dire que les maladies n'étaient plus des punitions divines ou des hasards malheureux, mais des invasions par des ennemis bien réels, microscopiques, qu'on pouvait identifier et combattre. Et pour prouver sa théorie, Pasteur n'y est pas allé par 4 chemins. Il a carrément organisé un grand show public à Pouilly-le-Fort, un essai à très haut risque. Il a vacciné la moitié d'un troupeau contre l'anthrax, la maladie du charbon, une vraie saleté, puis il a injecté le microbe mortel à tous les animaux, les vaccinés comme les non vaccinés. Le suspense était à son comble. Toute la crédibilité de Pasteur était en jeu. Il avait fait des promesses devant des centaines de personnes, agriculteurs, vétérinaires, journalistes, et les résultats, tels qu'il les a annoncés dans son rapport, étaient absolument sans appel. C'était un triomphe total. Les animaux vaccinés étaient en pleine forme, tous les autres étaient morts ou en train de mourir. C'est un choc. Du jour au lendemain, Pasteur n'est plus seulement un grand scientifique, il devient un héros national, le sauveur de l'agriculture française. Mais son plus grand exploit est aussi le plus touchant. En 1885, on lui amène un petit garçon de 9 ans, Joseph Meister, mordu de partout par un chien enragé. À l'époque, la rage, c'était une condamnation à mort dans des souffrances atroces. Pasteur, qui, je le rappelle, n'était pas médecin, a pris un risque immense. Il a décidé d'utiliser son vaccin expérimental sur un humain pour la toute première fois. Et il a sauvé le gamin. L'histoire pourrait s'arrêter là, sur cette image parfaite du héros sans peur et sans reproche. Mais voilà,
À sa mort, Pasteur a demandé à sa famille de ne jamais publier ses carnets de laboratoire. Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'on a pu y jeter un œil, et là, une toute autre histoire est apparue. L'analyse de ces fameux carnets par l'historien Gerald Geisen en 1995 a fait l'effet d'une bombe. Le mot qu'il emploie est fort, tromperie. Le beau mythe commençait sérieusement à se fissurer. Le point central de cette affaire, c'est ce fameux essai de Pouilly-le-Fort. Publiquement, Pasteur s'est vanté d'avoir utilisé un vaccin vivant qu'il avait affaibli avec de l'oxygène, une méthode totalement nouvelle et révolutionnaire. Sauf que ces notes privées révèlent une toute autre vérité. Il a utilisé un vaccin tué, chimiquement, avec un produit pas très glamour, le bichromate de potassium. Une méthode beaucoup moins innovante et surtout très très proche de celle de son rival, un certain Henri Toussaint, qu'il s'était pourtant empressé de critiquer en public. Et l'histoire du petit Joseph Meister aussi, elle soulève de sacrées questions éthiques. Déjà, Pasteur n'avait pas le droit d'exercer la médecine. Il aurait pu finir en prison. D'ailleurs, son collègue médecin a refusé de pratiquer l'injection. Et le pire, c'est que ces carnets montrent que Meister n'était pas le premier. Il y avait eu 2 patients avant lui. L'un est mort, et l'autre n'avait peut-être même pas la rage au départ. Ça change un peu la perspective, non? Alors, comment on fait le tri dans tout ça? Comment on réconcilie l'image du sauveur de l'humanité avec celle du scientifique prêt à tout pour écraser la concurrence? C'est toute la complexité de son héritage. Bon, ce qui est certain, c'est que son héritage institutionnel, lui, est bien là. L'Institut Pasteur, qu'il a fondé en 1887, est aujourd'hui un réseau mondial à la pointe de la recherche contre les maladies infectieuses. Son nom et sa mission lui ont survécu. Et l'impact sur nos vies, il est tout simplement incalculable. Que ce soit grâce au vaccin, à la pasteurisation, ou simplement aux règles d'hygiène qui découlent de sa théorie des germes, on parle de millions et de millions de vies sauvées. Le chiffre est vertigineux. Au final, le portrait est beaucoup plus nuancé que la simple statue du grand homme. Pasteur était un visionnaire, un scientifique de génie dont les intuitions ont bouleversé le monde. Mais c'était aussi un compétiteur féroce, parfois même un peu tricheur, dans cette course folle à la découverte et à la gloire. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce que le fait de savoir que le chemin vers la guérison a été un peu tortueux, plein de secrets et de coups bas, est-ce que ça change la valeur du résultat final? La fin justifie-t-elle les moyens, surtout quand cette fin c'est de sauver des vies? C'est une excellente question pour la suite.